Alors, c'est le moment tant attendu de passer en revue l'actualité politique de la semaine avec de bons cafés. Alors, mes collègues du Café politique à Fredericton, Jacques Poitras, collègue de CBC. Comment ça va, Jacques? Ça va très bien. Ça fait beau, le Festival de musique Harvest. Oui. Et cette semaine, la musique est partout dans la ville. Oui, ça fait très agréable. Beaucoup d'ambiance dans la capitale. Avec vous maintenant, François Gravel à Caraquette. On lit vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. Est-ce qu'il fait tout aussi beau dans votre belle péninsule? Oui, tout à fait, Martine. Ben, vous étiez dans la péninsule vous-même la semaine dernière pour le lancement de la nouvelle saison de Radio-Canada. Et dans la même veine, je propose qu'aujourd'hui soit considéré comme le lancement de la nouvelle saison du Café politique. OK. Et pour célébrer l'événement, rien de spécial, malheureusement, juste Jacques et moi qui analysons, comme d'habitude, l'actualité politique. Je pensais que vous alliez me demander de renégocier votre contrat. Là. J'ai un petit moment. OK, bien merci d'être là. Doubler la salaire, oui. Moi, non, pas doublé. En fait, vous n'avez pas lu les nouvelles, Jacques. Là, le fédéral demande de couper. Non, en tout cas. Merci, en fait, officiellement, de reprendre le collier pour une autre saison au Café politique. Messieurs, on va lancer ça tout de suite avec un premier sujet. Alors, oui, cette semaine, on sent qu'on est comme dans une transition en termes d'actualité politique. Hein? On a discuté ensemble de ce qu'on allait aborder et ça va un petit peu toucher un sujet national. Oh, Jacques, on dira d'intérêt national. C'est vraiment dans le ton là, de l'annonce de ces projets qui font la cote, comme on dit, Jacques. Absolument. Puis il y a beaucoup de discussions dans la liste qui était sortie hier du premier ministre Mark Carney. Quelles provinces ont eu quelque chose, puis quelles provinces ont eu rien. Comme le matin de Noël. Mais je pense qu'on doit prendre une perspective régionale. Quand on regarde la liste et la liste des projets de deuxième tiers qui vont venir plus tard, le projet de Wind West de la Nouvelle-Écosse, par exemple, doivent être liés par des nouvelles lignes de transmission au Nouveau-Brunswick pour l'énergie éolienne. Le développement des petites centrales nucléaires à Darlington, en Ontario, peut-être permettra à Énergie Nouveau-Brunswick d'obtenir des réacteurs plus rapidement que prévu. Et si on imagine du vent en Nouvelle-Écosse, des réacteurs ici, l'échange d'énergie sur des nouvelles lignes de transmission, on peut voir, même s'il n'y a pas de projet néo-brunswickois comme tel, que ça peut améliorer peut-être le système d'électricité dans la région pour aider l'énergie Nouveau-Brunswick. Alors, ça veut dire aussi que je pense que le fardeau est maintenant sur la province, sur toutes les provinces, pour proposer des projets réalistes, viables, de ne pas juste jouer des jeux politiques. On parle à cette compagnie-là, c'est hypothétique. Il faut vraiment faire le travail pour convaincre le fédéral et on verra quel projet serait sur la prochaine liste. C'est vraiment la signature, François Gravel, de son passage comme premier ministre. On dirait Mark Carney, il veut être reconnu comme celui qui aura construit, qui aura bâti. Oui, et la réussite ou l'échec de mener ces grands projets-là pourrait être la signature à la fin de son mandat aussi, M. Carney. Donc, il a présenté sa liste, la liste du Père Noël, comme vous l'avez bien dit. C'est exactement ça, dans le fond. Et une liste qui était très attendue. On voit que le Nouveau-Brunswick n'est pas dans la première vague et c'est pas une surprise, honnêtement. Un peu comme Jacques vient de le dire, là, il y a des dossiers qui sont beaucoup plus avancés, des projets qui sont beaucoup plus avancés que ceux qui ont été évoqués. Et quand je dis évoqués, donc c'est littéralement ça, là, mentionné dans l'actualité, mais on est très loin d'avoir un projet concret entre les mains. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Des projets comme l'agrandissement du port de Montréal, des projets miniers dans l'Ouest, un projet d'augmentation de production du gaz naturel en Colombie-Britannique. Ce n'est pas dans la liste, mais le premier ministre Carney a mentionné des choses comme la construction d'un TGV aussi, mais rien spécifiquement, concrètement pour le Nouveau-Brunswick. Le projet d'intérêt national, un autre projet d'intérêt national qui est approuvé, c'est la construction du mini-réacteur nucléaire en Ontario. On sait tous que sous Blaine Higgs, il y avait eu cette tentative de créer une industrie au Nouveau-Brunswick. Ça ne semble pas avoir séduit le gouvernement Carney. Mais encore une fois, je ne crois pas que ce soit gratuit ou je préfère un ou l'autre. C'est où les projets sont bien avancés ou ils le sont moins.
La principale mauvaise nouvelle, peut-être, c'est cette volonté de Mark Carney de vouloir investir dans le port de Churchill, au Manitoba, pour faciliter l'exportation de marchandises vers l'Europe. Le rêve du gouvernement Hall, c'est de voir une ligne de gaz naturel se rendre jusqu'à Saint-Jean, avec de grands investissements, développer des ports de Saint-Jean et Belledune, pour justement faciliter les exportations d'énergie vers l'Europe. Et là, on ne sent pas que le gouvernement Carney a été séduit par l'idée. Le gouvernement Hall, cela dit, je ne crois pas qu'il est sous le choc ni surpris là, ce matin. Là. Objectivement, ses propositions étaient moins avancées. Pour la plupart, je le disais tantôt, Jacques aussi, il y a peu de concret dans ce qui a été évoqué. Alors, c'est évident que cette première vague-là de projets d'intérêt national allait se faire sans le Nouveau-Brunswick. On va passer au prochain sujet. Et je vais rester avec vous, François. C'est quand même quelque chose. Il y a 30 ans qu'on n'a pas revu ce qui régit la qualité de l'air au Nouveau-Brunswick. Hein? Je veux dire, oui, la loi sur l'assainissement de l'air n'est pas révisée depuis, je pense, c'est 1997. Ça vous donne une bonne idée de l'importance ou du peu d'importance que lui accordaient les gouvernements, autant libéraux que conservateurs ici. Hein. Et cela dit, Susan Holt, elle l'a promis en campagne électorale de réviser cette loi-là. Et c'est ce qui est en train d'être fait ces jours-ci là, par un comité de l'Assemblée législative. Très rapidement, on a vu, comme à l'habitude, en fait, deux visions se confronter. Là, les personnes qui veulent une loi plus forte et l'industrie qui, elle, craint des règles trop sévères. C'est comme ça qu'on a entendu un chercheur établir un lien entre la pollution et un taux plus élevé au Nouveau-Brunswick de la sclérose latérale amyotrophique, là, qui est connue sous la maladie de Lou Gehrig, la fameuse maladie là, qui avait inspiré, il y a plusieurs années, le défi du seau d'eau glacée. Alors, le chercheur en question a cité la présence d'une grappe de cas à Bathurst, alors qu'on retrouvait dans la région deux gros pollueurs, la centrale thermique et la fonderie, là, qui est maintenant fermée. Et par ailleurs, on a eu un représentant de J.D. Irving qui, lui, a dit au comité législatif « Ne tuez pas l'industrie lourde en imposant des règles environnementales trop strictes. Don't kill the industry. » Des mots très forts. Donc, deux visions opposées et historiquement, au Nouveau-Brunswick, c'est toujours l'industrie lourde qui a le dernier mot. Le ministre des Ressources naturelles a toujours beaucoup plus d'influence que le ministre de l'Environnement là, au cabinet. Je serais très étonné que ça change cette fois-ci, mais écoutez, on verra. On va laisser le temps d'abord au comité de faire son travail. Est-ce que les libéraux n'avaient pas promis une loi avec plus de mordants, Jacques? Ils ont promis une révision de la loi pour le renforcer, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment concrètement. Je pense que les libéraux sont affrontés encore par une décision très difficile où ils doivent balancer certaines priorités. Peut-être les attentes des électeurs verts qui les ont prêté leur vote l'automne passé et qui ont vu la plateforme de Susan Holt comme un engagement dans leur direction. Mais comme François l'a dit, la pression des grands employeurs industriels est aussi très, très forte. Et les représentants de J.D. Irving ont fait l'argument. Ça semble qu'il y a toujours un argument comme ça, que la situation actuelle est très difficile, très délicate avec la pression des tarifs, avec la pression de l'économie globale, la compétition des autres pays, que ce n'est pas le temps d'aller trop vite. Ils ont dit que si la province adopte des règlements plus stricts, il devrait avoir une période de transition graduelle de 5 ou 10 ans avant que ces changements prennent effet. Oui. De l'autre côté, le chercheur Dr. Daniel Saucier, dont François a mentionné, a dit qu'il faut réviser les règlements plus rapidement, peut-être sur un cycle de chaque 5 ans, pour suivre les développements dans la science. Alors, encore une autre décision difficile pour Susan Holt. Et quand Gilles Lepage, le ministre de l'Environnement, dit « on va faire quelque chose qui est approprié pour le Nouveau-Brunswick », c'est la même déclaration qu'on entend chaque fois. Et vraiment, c'est évident, ça va être approprié pour le Nouveau-Brunswick, mais pour quelle vision du Nouveau-Brunswick? C'est assez large comme déclaration. On va passer au troisième sujet. Et je vais rester avec vous, Jacques. Bon, les grandes villes du Grand Moncton gèrent comme elles peuvent de nouveaux enjeux sociaux. On a parlé ce matin d'autorité policière Kodiak du Grand Moncton, l'itinérance, consommation de drogue, la présence de campements. Saint-Jean, il va de zone rouge. C'est controversé. Le ministre Riquet qui dit là, il faut intervenir. Moi, je n'ai pas été consultée. Les groupes qui œuvrent auprès des sans-abri de Saint-Jean, ils disent, nous, on ne va pas aller déplacer des gens qui ont des campements. On n'a pas été consultés. Ça brasse à Saint-Jean, ce dossier-là.
Absolument. Et je pense qu'on peut détecter qu'il y a vraiment une perte de patience à Saint-Jean chez les résidents et les propriétaires d'entreprises, magasins, etc., dans le centre-ville. On parle de déménager ces campements-là dans des zones vertes ailleurs dans la ville. Mais un conseiller municipal, Greg Norton, suggère de transformer toute la ville dans une zone rouge. Oui. Ce qui n'est pas évident. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas facile, mais il parle d'un état d'urgence, enlever tous les campements. Je pense que ça indique que cet enjeu-là est de plus en plus important pour les électeurs. Les élus ne peuvent pas l'ignorer. Comme tu as dit, David Hickey, député de Saint-Jean-Ave, sans la pression. Et pour les élus municipaux aussi, n'oublie pas que les élections municipaux s'en viennent en printemps prochain. Alors, eux aussi et sont très sensibles à la pression qu'ils entendent de leurs électeurs. De votre côté, François, qu'est-ce que vous voyez dans la tout ville ça? de Saint-Jean? La ville de Saint-Jean est comme toutes les autres villes importantes au Canada, je pense. Elle a un problème de sans-abri et c'est un problème qui empire d'année en année. Sa stratégie, par contre, elle est différente de ce qui se fait ailleurs, au Nouveau-Brunswick, en tout cas, là, avec cette idée de diviser la ville en zones rouges et vertes, là, qui sont interdites au campement des sans-abri, ce qu'on appelle les tent cities en anglais, les villes composées de tentes, et les zones jaunes où là, c'est permis. Ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, c'est ça. Ce que ça signifie, c'est détruire les campements qui n'ont pas été érigés dans les bonnes zones, déménager les itinérants, possiblement de force, parce qu'on ne veut pas les voir à certains endroits, par exemple proche des commerces du centre-ville, près des écoles, près des garderies, près des terrains de jeu. Et dans les zones vertes, là, il y a de petits logements de transition là, pour permettre à des personnes qui vivaient dans ces campements-là d'avoir un pied à terre et sortir de l'itinérance, ce qui est une bonne initiative. Là. Selon moi, il y a quand même des bonnes choses dans le plan de la ville de Saint-Jean. S'il y a des services associés, dans les endroits où on demande aux personnes itinérantes de s'installer, oui. C'est la clé, exactement, Martine. C'est la clé parce que parmi les préoccupations qu'on entend, il y a celle-là, bien sûr. Là, si on sort les itinérants du centre-ville, on les éloigne des services dont ils ont besoin. On veut bien, nous, faire la ville de Saint-Jean une zone rouge. Et bon, tous les itinérants sont dorénavant juste l'autre côté des limites de la ville. Bon, mais ils ont quand même besoin de services et ils n'ont pas l'option de prendre un autobus ou un véhicule pour se rendre à la destination. Par contre, c'est clair que le plan, à la base, risque d'être bien accueilli par plusieurs gens au sein de la population, au sein des commerçants. Parce que, bon, vous vous en doutez, là, Martine, personne n'aime voir des campements de sans-abri près de chez soi ou de son lieu de travail. Les gens sont empathiques de façon générale, mais pas nécessairement s'ils doivent être empathiques envers une situation qui est dans leur cour arrière. On va suivre ça. Si je peux juste ajouter une chose, il y a une conseillère à Saint-Jean qui parle maintenant d'éliminer la commission sur la police pour donner contrôle de la police directement au conseil municipal. Alors, c'est rendu là le débat. OK. Oui, ce serait intéressant. Et surtout avec en toile de fond la future campagne électorale municipale qui s'en vient, Jacques. On va passer à vos cafés, chers amis. Cette semaine, donc, une personne ou un élément de l'actualité que vous voulez souligner. Je vais commencer à Fredericton avec vous, Jacques Poitras, cette semaine. J'ai des cafés sucrés, 3 en fait, pour les membres du panel sur la révision d'Énergie Nouveau-Brunswick qui trouvent pas vraiment beaucoup d'intérêt dans le projet. Imaginez ça, nous nous souvenons des grandes manifestations contre la vente proposée d'Énergie Nouveau-Brunswick en 2009. Puis voilà, on parle d'examiner toutes les options et ces sessions cette semaine, qui étaient annoncées seulement 24 heures avant qu'ils ont commencé, attirent pas beaucoup de personnes. Alors, je me demande s'il y a un manque de passion chez l'électorat pour le sujet, si peut-être le monde est cynique, mais est-ce que ça permettrait une voie libre au gouvernement Holt de prendre des décisions difficiles l'année prochaine? On ne sait pas. J'ai aussi un café corsé pour les autres fonctionnaires du département des ressources naturelles qui ont avoué cette semaine au comité, mais pas vraiment bien expliqué pourquoi ils n'ont pas encore mis en effet plusieurs recommandations d'un comité de l'Assemblée de 2021 sur le glyphosate, un sujet très, très controversé. Un conseil consultatif qui était supposé d'être mis en place en moins de 6 mois va réunir pour la première fois en octobre. Une étude sur le coût et les bénéfices d'éliminer le glyphosate qui était prévue
dans 18 mois va seulement arriver en mars 2027. Alors, le sous-ministre a dit oui, ça prend du temps, mais n'a pas vraiment expliqué leurs priorités. Lequel de vous deux a dit les industries gagnent souvent au Nouveau-Brunswick? OK. On va passer à vous, François Gravel, avec vos cafés. Un beau 2 minutes. C'est à vous. Oui, donc, café à quelqu'un qui n'a pas besoin de café, je pense, pour faire le plein d'énergie normalement. L'ancien député fédéral néo-démocrate d'Acadie Bathurst, Yvon Godin, il a fait une apparition dans la section Mon opinion de l'Acadie Nouvelle de ce matin afin d'exhorter la première ministre Susan Holt à ne pas se ranger derrière le gouvernement fédéral dans la cause de la SANB concernant la lieutenant-gouverneur unilingue. M. Godin est toujours incisif. Là. Il a beau être à la retraite. Là, il n'épargne personne. Dans sa lettre, il met en garde Mme Holt contre les faux alliés des droits linguistiques. Là, je cite la lettre en disant ça, les faux alliés. Et en citant précisément le ministre Dominique Leblanc, là, il précise qu'il ne l'a jamais vu ni entendu critiquer la nomination de gouverneurs généraux ou de lieutenants-gouverneurs unilingues. Donc, M. Godin est à la retraite de la vie politique depuis maintenant plusieurs années, mais il n'a pas encore dit son dernier mot. Toujours très intéressant de l'entendre ou de le lire. J'aime bien le voir s'exprimer sur l'actualité comme ça. J'espère qu'il continuera de le faire. Et en terminant, peut-être un café corsé au ministre responsable de la révision de la loi sur le droit à l'information du Nouveau-Brunswick. Donc, René Lagacé, on a appris là, cette semaine que le réseau de santé Vitalité a rejeté les propositions, pas les recommandations de l'Ombud. C'était concernant les contrats pour... les contrats des infirmières itinérantes, souvenez-vous. Alors, la loi sur l'accès à l'information au Nouveau-Brunswick, elle est optionnelle, dans le fond. Les entreprises ont le choix de la respecter ou non. L'Ombud n'a aucun pouvoir par rapport à tout ça. La seule option que quelqu'un peut faire, c'est de poursuivre ensuite en justice, basée sur les options. Et c'est l'organisme qui refuse de suivre les recommandations de l'Ombud. Et il n'y a à peu près personne qui se rend jusque-là. Alors, dans ce cas-ci, c'est ce qu'a fait Vitalité. Il y avait des recommandations. Elle a dit non, on ne les suivra pas, et dossier réglé. Alors, espérons que cette loi-là, qui est sous révision présentement, eh bien, qu'elle aura éventuellement un peu plus de mordant. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui la dernière journée là, pour participer à la consultation en ligne là, qui se tenait là-dessus. Messieurs, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Jacques Poitras. On suit vos reportages à CBC. Bien sûr, on lit vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. François Gravel, à vendredi prochain. Merci, au plaisir. Merci beaucoup tous les deux.